France Bleu Orléans, 9h midi, Michel Pierrard. Ravi de passer cette matinée avec vous, mesdames, messieurs. Bonjour, il est 9h09. Notre expert vient nous parler d'amour et vient répondre à nos questions sur l'amour et le couple, la sexualité, la fidélité. De tout cela, il est question dans le livre que signe David Simard. Il est philosophe, il est psychosexologue, il écrit dans des revues sur la sexualité. Son livre s'intitule L'amour à l'épreuve du couple. C'est paru chez Larousse. David Simard, il est orléanais. Bonjour David. Bonjour Michel. On n'est pas sorti de l'auberge à 9h09, 9h30, il faut que je vous relâche et il faudra qu'on ait parlé d'amour de manière constructive d'ici là. Bon courage. Oui, ça va être court. Bah oui, c'est court. Parce qu'il y a beaucoup de questions effectivement autour de l'amour. C'est un sujet d'actualité a priori entre DSK et Carla qui est enceinte. Oui. Alors réaction du philosophe et que vous êtes par rapport à ces faits d'actualité. Est-ce que le pouvoir est intimement lié avec la sexualité? Est-ce que les hommes, c'est ce qu'on m'a posé comme question moi ici. Pose-lui cette question. Est-ce que les hommes de pouvoir sont des bêtes de sexe? Bon, on peut pas dire que les hommes de pouvoir sont des bêtes de sexe d'une manière générale. Par contre, il y a quand même quelque chose pour accéder au pouvoir dans les systèmes démocratiques, c'est qu'il faut séduire pour avoir des électeurs et pouvoir accéder au pouvoir. Donc, il y a de toute façon une puissance de séduction des personnalités politiques. Mais séduction toujours sexuelle ou pas? Non, pas nécessairement. Enfin, on peut pas faire des généralités. Chaque cas est particulier. Par contre, ça peut effectivement, la recherche de pouvoir peut aussi être une recherche de pouvoir dans les relations humaines, personnelles, etc. Sans rien présumer sur l'actualité sur laquelle je peux pas me prononcer. Bien sûr, mais je vous demandais un avis tout à fait subjectif. Par ailleurs, alors, effectivement, ce sujet passionne les foules, à telle enseigne qu'on ne parle que de ça, DSK d'un côté, puis la grossesse de Carla, donc de la reine-mère en quelque sorte. Hein, on se moque un peu des Anglais qui sont passionnés par la vie du couple royal, mais là c'est un peu pareil. Hein. Donc elle va nous faire un petit donc. Hein. En quoi ça intéresse les gens ça finalement? Parce que c'est aussi de la sexualité, de la famille du couple. Hein. Oui, je crois que ce qui intéresse les gens, on le voit avec la pipelisation de la politique, on le voit avec les émissions de télé-réalité qui ont beaucoup de succès, alors que le contenu n'est pas forcément très intéressant et plutôt creux. Donc ce qui intéresse les gens, il y a peut-être un côté voyeur et qui intéresse aussi les journalistes. C'est-à-dire d'aller un petit peu dans le graveleux, d'aller un petit peu se mêler de la vie privée des gens, des personnalités auxquelles on va pouvoir aussi s'identifier, rêver de vivre leur vie aussi lorsqu'il s'agit de couple princier, etc. On vit un rêve aussi à travers les autres, puis il y a ce côté un petit peu voyeur qui est d'aller s'immiscer dans la vie privée des gens. Quoi. Ça c'est naturel d'après vous? Naturel non, c'est un fait social. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société aussi qui est une société de l'image. Alors c'est difficile, on tourne en rond parce que les journalistes donc font commerce de ça, on va dire, les médias. Oui. Les gens qui regardent deviennent voyeurs parce qu'il y a les médias. C'est pas qu'ils deviennent voyeurs parce qu'il y a les médias. Quand il n'y avait pas la télé, il y avait le trou de la serrure. Hein, oui, tout à fait. Mais là, on est dans un phénomène de masse. Hein, c'est quand même, il y a quand même. Ça change la donne. Ça change la donne. Beaucoup. Puisque du coup, ça devient vraiment un phénomène social de masse. Oui. Mais on est voyeur quand même de nature, puisqu'on aime regarder par-dessus l'épaule de son voisin et dans le trou de la serrure, c'est vrai. Plus ou moins. Après, on peut aussi se retenir, on peut aussi être moins intéressé par ce genre de choses, ça existe quand même. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est bien gentil, les têtes d'affiche, mais notre amour à nous, au quotidien, nous importe énormément pour nous épanouir. On y met beaucoup de choses, et d'ailleurs c'est un petit peu le propos de votre livre, on y met beaucoup et tant de choses et d'espoir, que c'est un petit peu pour ça qu'on est déçu. Pas tant par l'amour lui-même que par les attentes qu'on met dedans. C'est votre propos? Vous avez dit pour s'épanouir, l'amour pour s'épanouir, ça déjà c'est déjà un biais. C'est-à-dire c'est déjà casse-gueule d'entrée quoi. Voilà. On se met des bâtons dans les roues tout seul. En tout cas déjà on place la barre haut, c'est-à-dire que si on considère que l'amour est là pour qu'on s'épanouisse, donc on va attendre que cet épanouissement se réalise. C'est venu comment cette idée justement de mettre dans l'amour justement tous ces vœux d'épanouissement? Ça n'a pas toujours été? Non, ça n'a pas toujours été. Historiquement, l'amour n'est pas central dans toutes les sociétés à travers les époques. Pourquoi ça l'est devenu? Parce que le reste se casse la gueule? Non, c'est pas seulement ça. C'est que il y a une évolution sociale qui a conduit, disons, à plus de liberté globalement. Donc ça c'est récent, finalement. Oui, c'est assez récent. On peut commencer à remonter même au XVIIe siècle. On commence à. Des romantiques, Georges Sand. Alors ça c'est voilà, mais au niveau philosophique, on va dire au niveau de la conception de l'individu, enfin la prise en compte de l'individu comme individu et pas seulement comme un élément du groupe social. Au XVIIe siècle, il y a ce genre de choses, ce qu'on appelle l'époque moderne, avec Descartes. Je pense donc je suis, il est dans le jeu, quoi. Hein. Donc il y a cette individualisation qui monte, il y a les révolutions politiques, etc.
donc plus de liberté, avec une prise, une importance donnée de plus en plus au caractère privé. On fait plein de constats, qu'on divorce plus aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on supporte moins ou qu'autrefois finalement on se fritait autant dans les couples mais qu'on divorçait pas, on supportait plus? Bah d'abord on c'est pas divorçait mieux peut-être. D'abord non, c'est pas forcément mieux. On divorçait moins. Disons que les problèmes sont pas les mêmes. Les deux cas de figure posent des problèmes mais pas les mêmes. On divorçait moins avant parce qu'il y avait aussi moins de liberté. Et puis une femme qui était dépendante économiquement de son mari, pour divorcer, c'est quand même plus compliqué. Donc elle serrait les fesses et puis elle restait avec le bonhomme. Voilà. Et puis aussi, on se mariait pas forcément par amour. Alors juste, mais qu'est-ce que l'amour pour vous? Comment vous arrivez à faire le tour de cette définition? Oh bah j'en ai pas forcément fait le tour, ceci dit, parce que c'est quand même quelque chose de vaste. Par contre, j'y ai effectivement beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est quelque chose qui génère des attentes de toute façon, et c'est du lien. La première chose, c'est que c'est du lien. Du lien, un lien qui crée une dépendance. Et dans une société qui se veut, qui prône la liberté et la liberté individuelle, c'est là que ça pose problème. Ça parce que ça coince déjà à la base, ouais. Puisque l'amour crée une dépendance. Et on veut être libre en même temps. Et là, ça commence à frictionner. C'est les soucis. 02 38 53 25 25. Vous avez des questions, des témoignages, des remarques, voilà, des petites choses à nous dire. N'hésitez pas, c'est le moment. 02 38 53 25 deux fois. 9h19, les spécialistes pour répondre à vos questions au quotidien, des questions qui vous concernent chacun, chacune. Et pour cause encore ce matin, nous parlons d'amour avec David Simard. Il signe L'amour à l'épreuve du couple, c'est paru chez Larousse. Alors bien des questions sont posées, peut-être plus de questions que de réponses, à vrai dire, mais bon. Oui, il s'agit de problématiser. Et voilà, c'est ça. Quel est le problème? En philo, c'est ça, c'est ça. Voilà, on dit quel est le problème? Avant de répondre, posons bien le truc. Alors ça vous intéresse, Jacqueline, mais aussi Gisèle qui était là tout de suite avec nous et qui est toujours là. Bonjour Gisèle. Bonjour Michel. Alors Gisèle, nous vous écoutons. En tâche de faire court, on a beaucoup de choses à dire. L'amour et simplement le regard. Simplement le regard. Et là, le silence qu'on dit beaucoup. Alors Gisèle, c'est ce que vous nous dites. Vous, de par votre expérience, on se tait, on se regarde et tout passe. Et alors? Oui, je ne sais pas. Oui, Gisèle. Donc Bernard, jusque ce jour-là, nous nous sommes rencontrés. J'étais accompagnée de mon quadrupède, mon cheptel irlandais. Oui. Il a caressé le chien avant d'apprivoiser la maîtresse. Mon Dieu, il a caressé le chien avant de caresser Gisèle. Voilà. C'était dans cet ordre qu'il fallait que ça se passe. Et l'ordre, moi je dirais que l'ordre aussi, moi c'est ma philosophie. En premier, c'est l'amour qui compte. En second lieu, la politique. Et en troisième, l'argent. Au revoir Gisèle. Je crois que tout est dit. Bah écoutez, oui, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez entendu de Gisèle? Donc ça passe par le regard, suffit de se taire et de se regarder et l'amour passe. Et ça passe en premier pour Gisèle, avant la politique et l'argent. Elle a établi cette hiérarchie. Oui. C'est pas étonnant finalement, c'est assez représentatif des conceptions de l'amour aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire que le regard, c'est quoi? Le regard, on passe des jeux de miroir. Et il y a une composante de l'amour aujourd'hui qui est très présente et qui fait partie de la société de l'image, c'est sa dimension narcissique, c'est-à-dire où on est dans un jeu de miroir, on se renvoie des images. C'est de l'onanisme en fait. Ah non. Ah bon, si on aime l'autre pour l'image de nous qui nous renvoie, qui renvoie, c'est qu'on cherche à s'aimer soi. Oui, on cherche. Alors c'est effectivement une image valorisée de soi qui passe à travers les yeux de l'autre. C'est pour ça qu'en séduction, on montre toujours le meilleur de soi-même tout de suite. On s'applique à être mieux que ce qu'on est au quotidien en fait. Oui, et puis vous savez qu'on dit que les yeux l'âme passe par les yeux, se révèle par les yeux, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais en tout cas, on accorde beaucoup d'importance au regard, au visuel. Ça changerait tout si on était une société de malvoyants ou de non-voyants. Je dis pas ça comme ça pour galéger, réellement, sérieusement. De toute façon, quand il n'y avait pas justement tous ces moyens techniques de transmission d'images comme il y a aujourd'hui, le poids de l'image était moins important. Et donc, on va dire, la dimension narcissique l'était moins aussi. Alors, l'image est importante, c'est vrai, on dit souvent que l'image est plus importante pour les hommes en sexualité, et les femmes, elles, jouissent par les oreilles, donc ce sont les mots pour le coup. Vous avez entendu ça aussi? Oui, tout à fait. On dit qu'il y a le pouvoir des mots, qui est un pouvoir de séduction, mais quand même, les femmes et leur apparence, c'est aussi toute une histoire. Donc, où il y a quelque chose de la séduction par l'image qu'elle renvoie. Oui. Merci en tout cas, Gisèle, de votre témoignage. Accueillons Jacqueline qui est avec nous à Salbris et qui a quelque chose à nous dire. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. D'abord, je voulais dire la gamme heureuse des présidents des ministres, c'est moi qui font leur vie. Mais moi, simplement, je voulais dire, en 73, j'ai épousé mon mari. Oui. En 93, il y a un gros problème. Et mon mari, je l'ai trompé, il est au courant. Je vais pas me cacher, il le sait. Mais parfois, il y a des problèmes, mais il sait que je l'ai trompé. Il m'aime, mais moi, je l'aime plus. Alors, je fais quoi?
Oh, alors dis donc, c'est difficile ce que vous dites là, Jacqueline. Hein, non, mais je l'ai trompé, oui. il le sait. Il le sait. Bon, vous êtes toujours ensemble pour l'instant? Comment? Là, aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble, c'est parce que j'ai mes enfants, je reste avec. Mais c'est vrai que j'avais un mari formidable, très gentil. Vous savez pourquoi vous l'aimez plus? Est-ce que vous êtes... oui? Vous savez pourquoi précisément? Je sais pas. Dès qu'il m'embrasse sur les lèvres, Vous reculez? Je recule et j'essuie mes lèvres. Et puis, depuis 93, de toute façon, on n'a plus de rapport. Vu son accident, son agression à Olnier 3000, depuis 93, on n'a plus de rapport. Oui, c'est passé un gros choc. Donc là, vous reculez. Lui, est-ce que ça lui va la situation aujourd'hui? Oui, ça lui va. Il s'en accommode? Oui, ça il semble s'en accommoder? Il s'en accommode, mais moi je trompais mon mari, j'ai pas mon cachet. Oh non, on n'est pas là pour vous juger ni vous condamner, il n'y a pas de tribunal ici. Hein. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Jacqueline? Elle est avec un gros problème. Qu'est-ce que vous devez faire? Oui, effectivement, c'est une situation complexe pour vous. On ne peut pas vous dire ce que vous devez faire. Ça, c'est votre vie et c'est à vous de décider les choix que vous allez faire. Oui. Par contre, ce qu'on peut... ce que vous pouvez peut-être chercher à comprendre, c'est dans quelle mesure parce que c'est depuis 93, hein, vous dites oui, que... Oui, c'est agressé par 400 jeunes au commissariat d'Olnier 3000, et puis depuis là, il a un problème à la tête, et puis il engueule tout le monde, et puis moi aussi, il me tape dessus. D'abord, Carole a été au courant, mais c'est vrai que je peux plus le supporter. Il y a un problème de maltraitance vis-à-vis de vous, donc. Il y a un autre problème, là, il y a un autre problème, donc, qu'il faudrait... Vous, depuis combien de temps vous ne l'aimez plus, selon vous? Depuis, on va dire, 95-96. Hein. Ça doit être lourd, ça. Et je peux plus le supporter. Je reste parce que j'ai mon fils, j'ai ma fille, j'ai mon autre fils Anis. Je reste à cause de mes enfants parce qu'ils les aident. Alors, et quel âge ont vos enfants? J'ai ma fille 32 ans, mon fils 37 ans, et puis l'autre, c'est son beau-fils, il a 48 ans. Ils sont autonomes? Ils sont autonomes, bon, oui. Jacqueline, avant d'en parler ici à la radio, à David Simard et puis à tout le monde, est-ce que vous en aviez parlé à quelqu'un déjà, un sexologue, un psycho, un docteur? Non, un curé? J'étais 2-3 fois à Chercherelle parce que j'ai pris des cachets de l'alcool, j'étais à Chercherelle, et à Chercherelle, les psys m'ont dit, partez de chez vous, faut partir. Même mes voisins me disent de partir, mais moi je reste à cause de mes enfants. Vous aimeriez trouver quelqu'un à aimer de nouveau? Non. Non? Non, non. J'ai quelqu'un qui me fait la cour ici à Souham, mais ça ne dit rien. Je voudrais rester toute seule, faire un bilan de ma vie. Bon, il y a des choses à prendre une par une dans l'ordre, hein, peut-être. Oui, là, il y a beaucoup de choses, et peut-être que vous devriez aller en parler avec un psychologue pour essayer de creuser un petit peu pourquoi quand même, ce qui me fait question, hein, c'est, vous dites que vous restez pour vos enfants sont tout de même autonomes, et depuis 96, vous n'aimez plus votre mari, vous êtes maltraité par lui. Oui, qui me fait des menaces en plus. Voilà, donc la vraie question, je pense, c'est d'une certaine manière, qu'est-ce qui vous retient au fond de vous dans cette situation? Parce que les enfants, c'est une raison un peu extérieure, malgré tout, ils sont quand même autonomes. Donc qu'est-ce qui vous retient, vous, au fond de vous, dans cette situation? Et c'est peut-être ça que vous auriez à travailler. Il n'y a rien. Ben voilà, Jacqueline. J'ai une belle maison, j'ai une belle intérieur, mais... Creusez cette question encore, hein, Jacqueline, pour être bien sûr de ce qui vous retient. Et une fois que vous aurez cette réponse qui n'appartient qu'à vous, ça sera plus clair déjà. Pour faire votre choix sur la suite. Pour faire un choix éclairé, quoi. Oui, tout à fait. D'accord, Jacqueline. Moi, je peux vous souhaiter bon courage, en tout cas. Merci, Jacqueline. Je vais rendez-vous à Annecy, je vais peut-être à l'hôpital d'Orléans et peut-être à Annecy. Bah oui, ou simplement, il y en a en libéral. Ou en ville, il y a des psys. C'est ce que je vais faire. Oui. Jacqueline, je vous souhaite bon courage pourvu que ça réussisse. Gros bisous, au revoir. Au revoir, Jacqueline. Sujet important, alors c'est soit les femmes qui prennent la parole, ça vous étonne, ça? Non, c'est pas étonnant, enfin c'est quand même souvent le cas. La question de l'amour, ce n'est pas qu'elle intéresse moins les hommes, mais ils sont moins à l'aise avec ça. Il y a des phénomènes d'éducation qui sont à la base de ça, alors qu'il y a des hommes qui sont sentimentaux. Tous les hommes ne dissocient pas le désir sexuel de l'amour. Mais le dire, c'est s'affaiblir? Enfin, s'affaiblir, c'est-à-dire c'est montrer un petit peu de faiblesse dans une société où on dit que l'homme doit être quelqu'un de fort. Maîtriser ses émotions, ses sentiments. Voilà. Et ça, on dit que c'est plutôt masculin, mais c'est quelque chose qui est transmis par l'éducation, par la société. C'est pas dans la nature des hommes d'être comme ça, ni dans la nature des femmes d'associer systématiquement l'amour avec le désir sexuel. Je suis déjà frustrée parce qu'il est 9h27, il va falloir se quitter et on n'a encore rien dit sur l'amour, il y a tellement de choses, il y a rien. Il faut que vous reveniez absolument, David Simard, nous dire pourquoi on cherche notre moitié sur Terre, est-ce que c'est ça qu'on cherche, et pourquoi on est si malheureux avec l'amour, ou si heureux parfois. Revenez, David Simard, je rappelle que c'est chez Larousse qu'on trouve L'amour à l'épreuve du couple, le livre que vous signez et que vous êtes orléanais. Merci David. Je vous remercie. Au revoir.